S'il faut vraiment que l'Afrique s'inscrive dans la course au vaccin, autant mieux qu'elle s'inscrive dans la course à des vaccins contre des maladies qui la gênent, comme par exemple le paludisme. Parce que le paludisme, c'est 230 millions de malades par an et plus de 400 000 morts de palud chaque année. Oui, ça, ce serait un combat vraiment spécifique à l'Afrique. La dictature vaccinale. On se demande si ça peut être appliqué en Afrique. Parce qu'il n'y a rien à dire, c'est déjà appliqué en Europe, c'est déjà appliqué en France, en tout cas. J'adore les cas d'espèce. Prenons l'hépatite B qui est déjà obligatoire. Prendre le vaccin de l'hépatite B, c'est obligatoire. En tout cas, quand on est dans le corps médical en France. Mais vous voyez, avec un cas précis, avec un cas pareil, on peut très vite se rendre compte de ce qu'on n'a pas fait concernant le Covid. Déjà, l'antériorité. Le premier vaccin contre l'hépatite B a été produit en 1976, si je ne me trompe pas. Et la première épidémie d'hépatite B a été observée à Brême en 1885. Donc, niveau antériorité, vous pouvez vous dire que non, ces mecs, ils ont passé vraiment beaucoup d'années à nous élaborer un vaccin. Donc, vous voyez, il n'y a personne qui va venir se ramener là en te disant « Bon, j'ai vraiment peur d'être un cobaye parce que vous n'avez pas pris assez de temps. » Mais pour le Covid, il y a quand même ce problème d'antériorité. On se dit, on est quand même un peu inquiet. Ouais. Même si, maintenant que j'y pense, le Covid a une vraie proximité, une vraie ressemblance avec la grippe espagnole qui a sévi en 1918, donc juste après la fin de la Première Guerre. On essaie juste d'analyser tout ce qui peut rendre sceptiques les populations vis-à-vis de ces nouveaux vaccins, en fait. Donc, on a déjà parlé d'antériorité. Deuxième point, la transparence au niveau des lobbies pharmaceutiques. Les relations entre les lobbies pharmaceutiques et les États. Pourquoi, par exemple, le Sputnik V n'est-il pas accepté en Europe? Autant il a 91% de bons résultats. Il est efficace à 91%. Je pense même que le seul qui fait mieux en termes de pourcentage face au Sputnik V, c'est le Pfizer. Je crois qu'il a 95%. Si je me trompe pas, mais si je me trompe, je crois que dans la vidéo, ils vont vous mettre les vrais chiffres. Sans oublier que le Sputnik est beaucoup moins cher, parce que le Pfizer est le plus cher. Donc du coup, on est vraiment en droit de se demander pourquoi tel vaccin, pourquoi pas celui-ci? Est-ce que c'est parce que les États ont des relations avec les lobbies pharmaceutiques ou est-ce qu'ils nous ont vraiment pris les meilleurs vaccins pour nous? Que si on prend des vaccins parce qu'ils sont chers ou bien parce qu'on a telle ou telle proximité avec des lobbies pharmaceutiques, on n'est plus dans la démarche sanitaire, on est dans une démarche économique et financière. Et là, c'est vraiment, en France, c'est vraiment très inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on infantilise la société et que en vous vaccinant, vous achetez un pass ou vous vous appropriez un pass pour de nouveau être libre d'entrer dans certains espaces. Waouh, qui l'eût cru? Moi, j'ai une question un peu plus spécifique. Où est le vaccin camerounais? Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin africain aussi? C'est pas seulement le Cameroun. À quoi servent les fonds alloués à la recherche? À quoi servent les agences gouvernementales qui sont censées faire de la recherche au Cameroun? Peut-on parler d'un pays souverain si on n'est même pas capable d'avoir des réponses singulières à des menaces fussent-elles externes? Il vaut mieux convaincre que contraindre. De toute façon, c'est la seule configuration dans laquelle vous pouvez faire évoluer le processus de vaccination sans violer les libertés individuelles, vu que la France, les États-Unis se revendiquent du monde libre. Pour eux, ça a vraiment du sens, ça a vraiment de l'importance, parce que la liberté, pour nous, Camerounais, c'est aussi un mot de dictionnaire comme ça. Il y a une question que je me pose, et toujours dans cette souveraineté africaine qui nous est chère à tous et qu'on essaye vraiment de récupérer, si on ne l'a jamais vu d'ailleurs. Il y a un pays comme l'Algérie qui a fait une démarche qui est vraiment très intéressante. L'Égypte aussi l'a fait, c'est-à-dire il y a un protocole qui permet de faire des usines de montage sur leur pays. L'Algérie est en train de le faire avec la Russie et la Chine.
pour la Russie, les matières premières seront prises en Algérie. En Chine, ils vont venir avec les matières premières, mais tout sera fait sur place, toutes les autres itérations, le processus. Ce qui fait que ça crée de l'emploi, ça fait que vous n'êtes plus soumis aux atermoiements de l'importation. Vous voyez, c'est vraiment, ça c'est ce qu'on appelle encore des pays souverains et qui réfléchissent aux problèmes, qui veulent apporter des solutions à leur population. Mais pour ça, il faut se fixer des objectifs, se dire par exemple, je veux 12 millions de vaccins, se dire, je veux une production de 1 million de doses par mois par exemple. Il faut des préalables, il faut une vision. AstraZeneca, qui au final a été d'abord produit et après déconseillé aux gens qui avaient moins de, je crois, 55 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce vaccin avait pour but de booster la réponse immunitaire. Donc chez les jeunes, vu qu'ils ont une réponse immunitaire normale et optimale, quand le vaccin booste la réponse immunitaire, ça crée des thromboses. Mais personne n'a dit ça au début. Donc il y a d'abord quelques jeunes qui ont dû mourir pour qu'on découvre ça. C'est pour ça que personne ne veut être le cobaye. Personne ne veut que... On dit aux gens, allez d'abord, vaccinez-vous. On vous encourage même. Mais parce que nous, on s'encourage à se vacciner après vous, en fait. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un le vaccin est bon pour lui. Et après, quand il est mort, bon, on s'excuse, on ne savait pas. Maintenant, ne prenez pas si vous avez moins de 55 ans. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des vies humaines, en fait. Donc, en fait, le scepticisme, les gens, il est justifié. C'est pas comme s'il n'y a jamais eu de vaccin obligatoire. Hein. Il y a l'anti-tétanique, anti-diphtérique. Mais s'il faut vraiment que l'Afrique s'inscrive dans la course au vaccin, autant mieux qu'elle s'inscrive dans la course à des vaccins contre des maladies qui la gênent. Comme par exemple le paludisme. Parce que le paludisme, c'est 230 millions de malades par an. Et plus de 400 000 morts de palu chaque année. Oui, ça, ce serait un combat vraiment spécifique à l'Afrique. L'Afrique est toujours la dernière à donner son point de vue sur des mots qui la minent. Et c'est d'autant plus grave que l'Afrique est aussi toujours la dernière à donner son point de vue sur des mots qui minent le monde. On ne demande pas l'avis des Africains quand on veut prendre une décision au niveau mondial. Non, vous ne comptez pas. Et on ne demande pas votre avis non plus quand il faut prendre une décision, soi-disant pour votre bien. Parce que ces vaccins qu'on veut nous envoyer, avec lesquels on nous bassine, vraiment, s'il faut comparer le nombre de morts, les gens se trouvent plus au niveau du paludisme. Donc, face à cette mondialisation frénétique, tâchons de replacer les objectifs et les priorités africaines au centre de tous les combats africains.